Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette magnifique salle des fêtes pour accueillir le concours Startup Enedis édition 2018. Une journée qui a été très riche puisque ce matin, ici à votre place, nous étions là pour accueillir Bertrand Piccard qui était notre témoin de cette journée, qui nous a permis justement de nous embarquer dans ce magnifique projet de Solar Impulse. Et bien entendu, on a pu parler d'innovation. C'est ce que justement qui va être le fil conducteur de cette soirée. Une soirée bien sûr qui mobilise tous les territoires d'Enedis, toutes les régions et beaucoup de visages familiers ici dans la salle des 13 régions françaises. Puisque s'il y a bien aujourd'hui une initiative qui a été portée depuis le départ avec l'ensemble des territoires et des métropoles françaises, c'est ce concours original qui a été initié par toute l'équipe d'Enedis. Et j'appelle pour cela, pour introduire cette soirée, Axel Lemaire l'avait présenté comme le président 2.0, mais comme on est en 2018, on va dire c'est le président 4.0. J'appelle Philippe Monlebout. Merci beaucoup Jean-Christophe pour cette introduction. Mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les sénateurs, sénatrices, sénateurs, pardon, les maires et présidents de métropole, mesdames, messieurs, puis chers collègues, chers amis de Think Smart Grid, d'Enedis, bonsoir à tous et encore une fois merci Jean-Christophe pour lancer, j'allais presque dire, comme maintenant, comme tu l'as dit, on en est, je dirais, familier, ces trophées de l'innovation a fortiori, et je voudrais remercier en particulier la mairie de Paris de nous accueillir de nouveau, puisque le tout premier concours s'était déroulé dans ces merveilleux locaux de la mairie de Paris. Donc merci à la mairie de Paris d'accueillir ce concours Startup Enedis 2018 et qui se déroule, qui plus est, comme d'ailleurs la dernière fois dans le forum, quel plus beau symbole, aujourd'hui, jour de PPE, ce forum Smart City du Grand Paris de 2018. Alors, permettez-moi effectivement quelques mots d'introduction avant de découvrir les lauréats, même si je sais que beaucoup d'entre vous sont impatients autour d'une manifestation à chaque fois, j'allais dire, conviviale, chaleureuse, mais en même temps qui réunit, et je crois que c'est important, tous les acteurs des territoires, de l'écosystème de l'innovation, des réseaux électriques intelligents, de la filière, et puis évidemment d'Enedis. Alors je disais, ce jour de PPE, je pense que tout le monde a ce matin, ou la très très grande majorité d'entre vous, écouté notre président de la République lancer, si besoin en était, mais en tout cas, je dirais, réinstaller le cap fortement de la transition énergétique et de l'engagement du pays en la matière. Et j'avais juste noté un point où il disait que ça sera un rendez-vous pour le pays qui dépendra, entre autres, de la techno et de l'innovation. C'est les deux points que j'avais notés. Donc on est vraiment au cœur, là aussi, je crois, des convictions de l'ensemble de la République pour porter ce formidable engagement du pays dans la transition énergétique, comme vient de le dire Jean-Christophe, dans les territoires. Et évidemment, nous nous installons au cœur de ce grand enjeu qui doit nous amener à une neutralité carbone à l'horizon 2050 qui sous-tend une mutation, et je crois que ce matin le discours du président, tout en le ramenant à une logique très concrète également d'accompagnement par tous les acteurs, mais une mutation sans précédent qui rend justement l'exercice difficile de tous nos usages énergétiques dans un grand nombre de secteurs, mais qui vont aussi bien des transports, c'est plus que jamais d'actualité, premier secteur émetteur de gaz à effet de serre, faut-il le rappeler, le bâtiment, mais aussi de notre capacité, notre manière de consommer et de produire l'énergie. Donc rendre accessible à l'ensemble de nos concitoyens de nouvelles solutions au cœur des territoires et dans des conditions économiques acceptables, c'est le challenge auquel nous sommes confrontés, mais surtout auquel nous allons répondre, nous répondons d'ores et déjà, et qui est un formidable challenge qui nous réunit ce soir. Parce qu'il s'agira pour nous, Enedis, d'engager résolument, de poursuivre avec encore plus de mobilisation de l'ensemble de l'entreprise, une modernisation des réseaux, là encore aussi, sans précédent, puisqu'elle permettra d'intégrer massivement des énergies renouvelables. Et vous avez entendu ce matin les objectifs qui ont été fixés à l'horizon 2030, 3 fois plus d'éoliennes terrestres, 5 fois plus de photovoltaïque, sans parler des 4,8 millions de véhicules électriques qui, à l'horizon 2028, seront le quotidien dans notre pays. Donc c'est une modernisation des réseaux
sans précédent, nous avons déjà eu l'occasion de le dire ici, et qui embarque toute l'intelligence de l'entreprise, l'intelligence des réseaux, l'intelligence des solutions numériques, mais surtout l'intelligence de notre pays, l'intelligence de la France, parce que, je dirais, l'extraordinaire période que nous vivons grâce au numérique, grâce au digital, grâce à notre implication territoriale partout, c'est de pouvoir, je dirais, capter, encore que le terme est mal choisi, ça pourrait faire paraître un peu prédateur, mais surtout pouvoir mutualiser, intégrer, fédérer toute l'intelligence des territoires en la matière. Donc c'est une transformation technologique, certes, mais une transformation des métiers, une transformation de l'entreprise en profondeur qui nous relie à ce besoin d'innover, ce qui est devenu au fil du temps une nécessité et qui intègre aujourd'hui des solutions pour nous comme l'intelligence artificielle, le big data, l'IoT, etc., mais qui touche aussi bien à la performance des réseaux qu'à la formation, c'est-à-dire aussi à tout ce qui relie les femmes et les hommes de l'entreprise, justement à ces territoires et à cette capacité à relever des défis aussi fondamentaux que ceux ici, dans ce forum Smart Grid Paris 2018, dont on parle beaucoup, que la Smart City, dans lequel Paris s'est fait un rendez-vous particulièrement important chaque année et qui couvre, au-delà des métropoles, l'ensemble, évidemment, des territoires. C'est aussi une transformation mondiale qui nous conduit, avec certains d'entre vous dans cette salle, dans des horizons beaucoup plus lointains, mais où on s'aperçoit que la France a un vrai rayonnement et que je crois qu'aussi ce trophée de l'innovation sont un rendez-vous de l'intelligence française et de la capacité de la filière française à répondre à tous ces grands enjeux de transformation. Alors depuis maintenant plusieurs années, ce rendez-vous traduit notre approche, une approche à la fois industrielle, fondée sur évidemment des programmes de recherche ambitieux, fondée sur des démonstrateurs, mais fondée surtout sur, encore une fois, l'innovation, et une innovation ouverte, en français dans le texte Open Innovation, qui vise en particulier à associer, et je les remercie ce soir, ceux qui nous accompagnent, à associer aussi bien évidemment les start-up, cet esprit d'entreprise qui est de plus en plus français, en l'occurrence, et envié, y compris sur l'échelle internationale, mais aussi nos universités, nos laboratoires de recherche, et évidemment tout ceci au cœur d'un processus qui vise à développer notre agilité, une agilité qui doit chaque jour être plus extraordinaire, notre créativité pour aller chercher des éléments nouveaux. Alors on parle de disruption, mais peu importe le vocabulaire, c'est la capacité à aller chercher ce que moi j'appelle le time to market dans un horizon élargi qui doit également nous amener à décloisonner nos processus d'intelligence collective et notre capacité à appréhender des constantes de temps et des horizons de plus en plus larges, fédérés, collaboratifs. Donc, plus d'une centaine de POC, proof of concept, comme on dit en français, avec des startups avec qui nous travaillons maintenant depuis plus de 5 ans et qui fondent notre capacité, j'allais presque dire, relativement unique dans le paysage et qui est une force, je crois, pour la transition énergétique, pour les valeurs de service public qui nous animent, qui est celle d'une entreprise de dimension nationale, d'une entreprise de technologie, une entreprise de progrès, mais qui sait en même temps être une entreprise régionale, une entreprise locale, une entreprise de proximité. C'est un capital que nous envient beaucoup d'ailleurs de pays avec qui nous travaillons de manière étroite et qui fait que cette capacité à mailler l'intelligence des territoires est sans aucun doute un capital extraordinaire et un avantage potentiel dans la compétition, dans notre capacité à relever les défis. Donc il convient à travers ce type d'événements comme ce soir, non seulement de saluer une fois par an, mais surtout, je crois, d'en assurer une dimension installée dans la durée. Et c'est ce que nous envisageons et c'est ce que nous faisons régulièrement avec les startups que nous accompagnons à travers ces remises de prix, avec lesquelles nous travaillons, nous leur donnons un espace potentiel pour développer selon des modèles, je crois, qui sont aussi à continuer à imaginer, qui nous sortent là aussi des modèles traditionnels pour justement donner un terrain de jeu beaucoup plus large. Et je crois que les références que nous avons pu d'ores et déjà industrialiser, je pèse mes mots en disant industrialiser, j'ai souvenir d'une innovation qui s'appelait Émilie, qui était engagée dans la région Nord-Midi-Pyrénées en particulier, autour de la réalité virtuelle et qui nous a amené à développer justement une nouvelle approche de la formation. Son directeur et ce soir, Jeff Sibrecht sera tout à l'heure dans cette table ronde. Quel beau témoignage, en l'occurrence, de notre capacité sur la durée à travailler ensemble dans ces nouvelles logiques d'innovation. Ou bien l'année dernière, l'année précédente, dans la première édition, une entreprise XP Digit, qui d'ailleurs a été saluée récemment
comme étant une des pépites les plus prometteuses et qui nous permet d'aller véritablement nous engager sur des domaines très délicats qui sont ceux de la sécurité individuelle et qui aujourd'hui fait référence pour l'ensemble de nos postes sources. Voilà pourquoi cette 3e édition du concours Startup Enedis 2018 que nous célébrons ce soir est non seulement un événement, mais véritablement un processus installé qui est plus que nécessaire, qui est indispensable à toutes les grandes entreprises et en particulier à la nôtre. 350 startups ont répondu. Je me souviens, comme chaque année, des grands moments où nous lançons avec Jean-Christophe ce processus. 8 mois de maturation, mais également d'émergence d'idées, de travail en commun entre l'entreprise et chacune des startups qui sont aujourd'hui concurrentes. Il faut certes en sélectionner. 40 étaient aujourd'hui candidates et à l'arrivée, ce sont 12 qui se verront remettre un prix. Je crois que c'est un capital extraordinaire de notre pays, de notre entreprise. Dans quelques minutes, nous récompenserons ces 12 lauréats, ce qui ne veut pas dire que pour autant les autres, nous les abandonnons, loin de là, hein, mais qui se verront remettre un prix de l'ordre entre 20 et 40 000 euros selon le prix qu'elles auront obtenu et qui nous permet de pouvoir poursuivre cette logique d'accompagnement, cette proximité, ce travail d'intégration véritablement dans les nouvelles logiques industrielles et d'innovation. Je crois qu'ils méritent tous vos applaudissements. Merci encore. Et place maintenant remise des prix. Merci, cher Philippe. Plus que jamais, Enedis, c'est cette entreprise globale et locale. Globale, c'est certainement l'entreprise de 2018, celle qui sait faire justement ce lien entre tous les territoires. Merci, vous l'avez dit, de remercier la ville de Paris qui nous accueille, Anne Hidalgo qui sera là justement pour la clôture du forum demain soir. Ça me permet de remercier aussi les représentants d'Enedis ici à Paris, puisque eux, ils étaient là depuis ce matin. Et je tiens à remercier l'équipe ici de l'équipe Île-de-France, Nicolas Machtou et Éric Salomon qui sont présents pour défendre bien sûr les grands enjeux de transformation de ce territoire, les enjeux d'Enedis à Paris et dans le Grand Paris. Alors, nous avons souhaité ouvrir cette soirée avec un petit format. On ne va pas faire un grand débat, on va faire un format dynamique avec son directeur technique, j'appelle Antoine Jourdain, que l'on peut applaudir. Bonsoir Antoine. J'appelle Nourdine Achaïd, qui est le président justement de Things Smart Grid. Oui, non, il n'y a pas de coup d'État parce qu'on a bien compris que Philippe tient la présidence et vous, c'est la présidence du comité scientifique. Je vais appeler Jeff Sebretz, qui sera justement notre start-up témoin d'un modèle qui a réussi dans l'écosystème justement d'Enedis. Installez-vous, messieurs. Et puis, ce soir, on a voulu cet événement à l'Hôtel de Ville de Paris pour aussi apporter un message, non pas qu'on voulait faire un événement, on va dire, centralisateur. On l'aura bien compris, Enedis, c'est une entreprise décentralisée et vous êtes l'incarnation et la représenter ce soir. Mais on voulait aussi représenter que Paris, c'est un territoire parmi d'autres métropoles en France. Ici, durant les 2 jours, il y aura beaucoup de présidents de métropoles qui vont se succéder. Justement, demain, ça sera notamment un des enjeux et un des débats de Christian Buchel qui interviendra avec plusieurs maires de métropole. Patrick Oyer, Alain Juppé, nous retrouverons demain. Mais ce soir, on voulait mettre un coup de projecteur sur 2 métropoles très dynamiques. Alors, il a fallu faire des choix. Je m'en excuse, cher Bernard. On aurait pu prendre Marseille ou Lyon. Mais on a fait le choix ce soir de prendre Toulouse et de prendre Nantes. Et j'appelle Bertrand Serp et Francky Trichet, tous les 2 vice-présidents à l'innovation de ces 2 métropoles. Bien. Antoine Jourdain. Philippe Monloubou disait à l'instant, troisième édition. Un prix qui, quand même, j'allais dire presque était avant-gardiste par rapport à tout ce qui peut. Il y a beaucoup de prix qui se développent en France. Dès qu'on parle de start-up,
ce ne sont pas nos deux vice-présidents à l'innovation qui pourront dire le contraire. Euh, mais le vôtre, j'allais dire, il a mûri de ses expériences, de ses péchés de jeunesse, mais aussi de son atout d'être parti très tôt à la recherche de ces écosystèmes d'innovation dans les territoires. Et clairement, ce qui fait peut-être aujourd'hui la singularité et l'originalité dans le débat qu'on va avoir, c'est le fait vraiment d'intégrer cette dynamique-là en interne, mais aussi en externe. Oui, tout à fait. Quand on a commencé le premier concours, eh bien, c'était très nouveau de s'intéresser au numérique de manière aussi large et à l'ensemble des startups. C'était quelque chose qui était, on a été le premier concours à partir de ce type-là. Et rapidement, on s'est aperçu que la première session a été très riche et que pour mieux intégrer l'ensemble de l'innovation dans nos métiers, il était intéressant d'avoir des binômes et je pense que c'est une originalité de notre concours. En fait, aujourd'hui, quand quand les différentes startups ont pitché pendant la journée, elles étaient toujours en binôme avec des gens de chez nous pour que non pas que ce soit des startups qui proposent leurs solutions indépendamment de nos activités, mais vraiment que ce soit au cœur de nos métiers. Et donc, ces startups ont pu aujourd'hui pitcher avec des projets qui sont concrets, qui sont identifiés, qui ont une utilité concrète pour l'entreprise identifiée à très court terme. Et je pense que c'est assez original. On en aura justement tout à l'heure le témoignage de Jeff Severance. Alors, il s'est passé quand même beaucoup de choses, même depuis le lancement de ce concours au départ. Euh, Certains patrons de l'innovation, c'était même il y a 5 ans, moi je me rappelle, certains nous disaient, oh, mais finalement aujourd'hui pour trouver des startups, il y a 5 ans, hein, on nous disait, on a plein de dossiers qui nous arrivent de la Silicon Valley. Et puis il y a quelques entreprises françaises, dont la vôtre, qui ont fait, on va dire, un pivot, qui se sont dit, mais si on allait s'intéresser un peu à nos régions, à nos écosystèmes, et il y a eu une accélération depuis notamment depuis 2012-2010, est-ce que ça a fait totalement bouger votre organisation, le regard aussi que l'on peut porter de l'innovation, avec peut-être cette idée que l'innovation, elle était très loin de nos territoires français et qu'aujourd'hui, elle est toute proche des différents territoires et métropoles représentés. Enedis est ancré dans les territoires, c'est notre ADN. Hein, nos concessionnaires, nos concédants, excusez-moi, sont dans les territoires. Nos agences sont dans l'ensemble des territoires. Donc l'ensemble des gens avec qui on travaille au quotidien sont dans nos territoires. Donc pour nous, il était essentiel d'aller travailler avec ces territoires et donc de travailler avec le monde économique de ces territoires. L'innovation pour Enedis, c'est du sucre lent, c'est du sucre lent, excusez-moi. Hein, c'est du sucre lent, c'est quelque chose qu'il faut qu'on intègre en profondeur au sein de l'entreprise. Et effectivement, les startups nous permettent aussi de faire un effet de levier pour redonner au territoire. Hein, on intègre le savoir-faire des startups et on les utilise en effet de levier pour redonner au territoire des nouvelles solutions, des solutions qui correspondent à leurs attentes. On est un grand opérateur national, c'est vrai, on a une vision nationale, mais on utilise au plus près du territoire. Les clients ont des besoins auprès des territoires, les métropoles, les départements ont des demandes au plus près des territoires. On utilise les startups et l'ensemble du savoir-faire d'Enedis comme levier pour redonner au territoire. Et effectivement, ça fait bouger nos équipes, puisque ce n'est pas forcément les solutions qu'on avait imaginées au début. Mais est-ce que ça n'a pas donné une nouvelle dimension, j'allais dire, à la dimension, à l'utilité publique d'Enedis? On vous connaissait surtout pour être ces héros, ces hommes qui viennent nous sauver en distribution de l'électricité quand on n'y en a plus. Et on disait finalement, les voitures bleues, finalement, il y a toujours cette chaîne de solidarité, de proximité. Et aujourd'hui, j'allais dire, non seulement vous êtes fait un nom au travers des voitures bleues, mais aujourd'hui, c'est les hommes en bleu qui viennent justement, non pas au sauvetage, mais viennent plutôt dans une démarche de partenariat avec les écosystèmes d'innovation. Donc, j'allais dire, vous avez fait un grand écart entre la voiture bleue et les hommes en bleu qui viennent au cœur des écosystèmes d'innovation aujourd'hui dans les métropoles. Oui, je pense que les hommes en bleu existent toujours et bien entendu, cette valeur de dépannage et d'être des héros, enfin, je vous remercie pour l'ensemble de nos agents qui le sont quand même. Je suis d'accord avec vous, mais je vous remercie hein, du terme. Mais je pense que cette dimension, elle se poursuit, elle est ancrée profondément au sein d'Enedis. Et je pense qu'en parallèle, Enedis a un rôle dans le milieu économique
On est économique et local. Et je pense que sans être les héros qui allons sauver le monde économique local, là, bien entendu, pas du tout, mais je pense que nous avons un rôle à jouer pleinement et pas uniquement dans notre domaine qui est propre et qui peut nous être considéré comme purement réservé. Je pense qu'on a un rôle, on a un rôle économique à part entière dans les territoires dans lesquels on est implanté. Et je pense que les startups sont un peu le sel de demain, hein, l'énergie de demain, et on essaie de fédérer les énergies. Monsieur Chaïd, on était là il y a 2 ans, 3 ans, 2 ans, ici dans cette salle des fêtes. Vous êtes le président du comité scientifique, vous l'avez dit. Alors, vous êtes dans une métropole très connue pour l'innovation, c'est Grenoble, puisque vous êtes chercheur à l'INP de Grenoble. Cette évolution justement entre les écosystèmes dans les métropoles, les projets des startups, et comment justement votre regard sur une entreprise comme Enedis qui a su, à sa manière, tisser son modèle finalement de développement et de copartenariat et coproduction avec les startups. Comment vous le percevez à l'échelle justement des enjeux français? Alors, effectivement, donc, tout ce qui est autour des innovations, vous l'avez bien dit, ça nécessite de travailler autour d'un écosystème. L'écosystème aujourd'hui est quelque chose de fondamental, d'autant plus que vous avez vu aujourd'hui le digital, comment le numérique, comment il est devenu une composante essentielle dans tout ce qui est la transition énergétique. Ça a été dit tout à l'heure par Philippe avec les changements majeurs qu'on a de côté de la production, c'est-à-dire qu'on doit changer notre façon de produire, on doit changer notre façon de consommer, et le réseau est au milieu évidemment. Et le réseau aujourd'hui est confronté à des défis majeurs, des défis fondamentaux. Et ces défis-là, c'est entre guillemets, c'est gérer la liberté. Hein, donc il faut gérer la liberté, non plus la contrainte. Enedis, c'est le fait d'interagir avec Enedis. Moi qui suis aussi professeur et donc j'ai voyagé un peu partout, j'ai regardé aussi ce qui se fait un peu partout dans le monde. Et une caractéristique qui est sortie, j'en avais discuté avec un certain nombre de collègues. Il y avait vous l'avez cité, cette transformation sur le côté d'innovation, ne serait-ce que pour relever tous les défis dont je viens de parler, est apparu comme étant un des distributeurs les plus innovants dans le monde. Un des plus innovants. Je n'ai pas dit parce qu'il est d'ici là, mais c'est vraiment un des plus innovants. Parce qu'habituellement, dans ce métier-là, c'est souvent on va dire des entreprises qui sont assez conservatrices par le métier, tout simplement. Hein. Et le fait qu'une entreprise comme Enedis a pu dire, voilà, j'ai des défis sur mon réseau, j'ai des transformations extraordinaires. Et la manière de relever tous ces défis-là, c'est par l'innovation. C'est quelque chose qui nous fait, on est fiers d'être là, finalement, en interageant avec une entreprise telle que Enedis. Et ensuite, cette innovation, le processus d'innovation, évidemment, ça peut être avec, évidemment, des laboratoires de recherche, ça peut être également avec des startups qui proposent des idées qui partent de terrain. Donc, la chaîne d'innovation, elle est relativement large, hein, depuis vraiment des solutions qui facilitent la vie des agents jusqu'à des solutions qui décoiffent et qui sont installées, par exemple, sur des réseaux de distribution. On a des solutions vraiment d'intelligence majeure qui sont déployées sur le réseau de distribution, dont beaucoup de distributeurs nous envient en disant « Vous avez installé ça, ça fonctionne sur le réseau de distribution, ces innovations, etc. » Et oui, ça a été installé. Et je pense qu'il faut saluer vraiment cet effort d'irriguer de l'innovation sur tous les niveaux de réseau de distribution avec l'arrière-plan en disant nous avons une responsabilité sociétale pour relever tous les défis qui sont liés à la transition énergétique. Là-dessus, Antoine Jourdain, il y a eu quand même peut-être un mot sur Linky, parce que Linky, quelquefois la presse peut-être parle des sujets polémiques, mais on peut parler aussi des choses positives ce soir. Après tout, on peut se faire du bien aussi. Linky, ça a été aussi quand même le moyen de ces dernières années aussi de porter au grand public une révolution industrielle qui répond bien justement à une logique justement à la fois de performance, de transition énergétique, puisqu'on est quand même dans un forum objectif zéro carbone. Est-ce que Linky a donné aussi un regard différent à la fois aux écosystèmes de start-up, aux industriels français ou européens, et peut-être on leur posera aussi tout à l'heure à nos élus, mais est-ce que Linky contribue aussi d'une certaine manière à montrer l'excellence et que Enedis est dans le coup, dans les enjeux aujourd'hui? Demain on parlera beaucoup des métropoles face aux transitions. Linky répond bien à un certain nombre d'enjeux, transition numérique, transition écologique.
Je pense que ce que vous avez dit tout à l'heure avec le concours Startup où Enedis était visionnaire pour commencer à lancer un concours Startup aussitôt, finalement d'avoir décidé de lancer le programme Linky à l'époque en 2012 avec autant de données, puisque notre programme Linky est vraiment constitué avec un projet très complexe et très complet. C'était visionnaire et à l'époque, si on avait pu demander à tout le monde ce qu'il pensait de ce qu'on allait faire de toutes ces données sur le réseau qui permettent aujourd'hui, on sait, d'optimiser plein de choses, la réponse n'aurait peut-être pas été aussi claire. Je pense que pour les visionnaires qui ont pris la décision, si. Aujourd'hui, on voit la PPE. On voit la PPE qui a été annoncée avec une augmentation phénoménale du renouvelable, Philippe Onloubou l'a rappelé. Et pour équilibrer sur le réseau en temps réel la production décentralisée, la production centralisée, les consommations, le véhicule électrique qui arrive, il faut des données. La transition énergétique, elle ne se fera pas sans données. Le moteur de la transition énergétique, c'est les données qui vont permettre au réseau d'être intelligent, d'être capable de prendre les flux dans un sens, dans un autre, alors que historiquement, le réseau n'avait pas du tout été conçu pour ça. Et donc, je pense que Linky, c'est une formidable opportunité pour notre pays pour pouvoir conduire la transition énergétique. Et je veux rajouter, puisque j'ai vu que le directeur du programme Linky, Frédéric Champenois, est parmi nous dans la salle, mais que Linky, ça aussi, ça je m'adresse aux élus, et il y a beaucoup d'élus ici dans la salle, mais que ça permet aussi quand même de donner du pouvoir d'achat. Peut-être qu'on ne l'a pas suffisamment dit, mais dans un contexte où justement un peu de gilets jaunes et de pouvoir d'achat, c'est un sujet en tout cas qui a fait mouche lors du congrès des maires. Voilà, il pourra permettre aux gens de faire attention à leurs factures et puis il permettra aussi de monitorer nos réseaux et donc de ne pas les remplacer de manière indue. Il y a des réseaux qui peuvent durer beaucoup plus longtemps qu'une durée de vie estimative et donc Linky nous permettra de monitorer ces réseaux, donc de savoir s'ils ont des défauts, s'ils ont des signaux précurseurs de panne. Donc Linky nous permet aussi de monitorer nos réseaux et donc d'optimiser les investissements d'Enedis et donc ce qui permet de ne pas augmenter le tarif pour nos clients au final. Alors bien sûr, on aurait pu ici inviter beaucoup de start-upers qui ont réussi justement leur projet de co-développement avec Enedis, il en fallait un. Et puis finalement, le hasard des choses, c'est bien, on l'a choisi un entrepreneur près de Toulouse. Comme ça, on vous a mis près de l'écosystème de Toulouse avec son vice-président Bertrand Serpe à côté. Jeff Sebrex, dont vous avez lancé Numix, c'était en 2014. Oui, tout à fait. 2014. Justement parce qu'on se rappelle des différentes éditions qui avaient été lancées par Enedis au niveau de ce concours. On avait choisi par grand territoire, on va dire une nomenclature pour les évolutions des métiers. Et vous avez répondu au concours Technicien 3.0. C'est comme ça que vous avez tapé à la porte de Enedis. Oui, voilà. Donc, c'est un honneur. Merci de m'avoir invité pour témoigner en tout cas de cette très belle expérience qu'on a eue avec Enedis. Donc, mon intervention aujourd'hui, c'est un peu témoigner sur ce partage, cette collaboration. Donc, pour resituer un peu, on était en 2014, on a créé l'entreprise, on était deux. Et dans le secteur de la formation digitale, création d'applications mobiles en réalité augmentée et virtuelle. Et en 2015 arrivaient les casques de réalité virtuelle, cette nouvelle technologie, et on se disait il y a vraiment quelque chose à faire avec ça pour faire de la formation, des simulations 3D, et parce que ça apporte une immersion qu'on n'a pas en e-learning classique, c'est-à-dire qu'on va vraiment faire les choses, on est acteur de sa formation. Et on est persuadé, nous, que c'est comme ça qu'on apprend le mieux, en fait. Et on cherchait un sujet. Et en fait, en 2015, il y a eu ce concours. À notre niveau, c'était au niveau régional, c'était le concours Technicien 3.0, le technicien du futur. Et ça nous a donné un super sujet pour participer déjà, et puis pour faire une démonstration de notre savoir-faire. Au début, on ne pensait même pas remporter le concours. C'était pour nous faire une démo. Et puis, finalement, on a remporté le premier prix régional en 2015. Et puis, ça a été le début de cette aventure. Oui. Rapidement, comment ça s'est passé justement du point de vue du pilotage? On en a parlé un petit peu tout à l'heure sur la nécessité d'être en grande proximité avec les équipes pour que ça fonctionne et pour que ça infuse.
Quelles ont été les grandes périodes justement de démarrage qui vous ont permis de gagner en maturité? Parce que je crois, on peut tout dire. En même temps, je suis persuadé qu'on ne va pas diminuer vos contrats avec Enedis, mais justement, vous êtes dans un bon équilibre. Parce que tout à l'heure, je vous ai posé la question, je dis combien représente Enedis dans votre chiffre d'affaires? Vous m'avez dit 30%. Donc 30%, ça va, hein, c'est pas trop. Donc ça montre bien à la fois que Enedis vous a donné ce grand coup de pouce, ça a été votre gros premier client qui vous a permis d'en gagner des suivants, mais vous n'êtes pas rentré dans cette logique de dépendance qui peut être toujours un danger entre start-up et grands groupes. Un tiers du chiffre, ça vous donne encore une possibilité de croître et que Enedis vous donne d'autres business à venir. Tout à fait. Alors, effectivement, Enedis, c'est notre client principal et c'est un peu le démarrage vraiment de l'envol de notre société, on va dire. Aujourd'hui, on est 12 personnes, on continue le recrutement, on a des projets de construction de bâtiments, enfin là, voilà, on est en plein développement. Et bien sûr, on n'a pas voulu devenir dépendant d'Enedis parce que oui, c'était un gros projet au départ, c'était un vrai challenge à relever. On était, comme j'ai dit, on était 2 au départ. Et bon, on ne pouvait pas se permettre de ne travailler que pour ça. Mon associé, heureusement, a son activité, ses clients à elle dans le e-learning. Et puis, à force de travail, et aussi grâce à la notoriété que nous a apporté le concours et aussi le fait de travailler avec un grand groupe, ça nous a vraiment facilité l'accès à d'autres clients, quoi. On a participé à beaucoup de salons avec Enedis partout en Europe. Et aussi, c'était une visibilité pour nous à moindre frais, parce que les salons, c'est très onéreux pour une petite start-up. Et voilà. Alors, pour répondre à l'autre question, comment s'est passé en fait le travail, enfin la collaboration avec Enedis? Vous parliez de proximité, c'est tout à fait ça. Nous, on est en pépinière d'entreprise. Et juste à côté de chez nous, il y a une agence. Et quand on a eu vent de ce concours, on a été les voir, on leur a dit « Est-ce qu'on peut visiter un poste source ?» Et en fait, le lendemain, on était sur le terrain, quoi. Et c'est grâce à cette réactivité qu'on a pu participer au concours, parce qu'on était à 1 mois du rendu. Pendant 1 mois, on a travaillé à fond et on a proposé donc cette formation immersive. Et on peut peut-être montrer la vidéo. Je suis persuadé que le public va en savoir plus sur Numix. Donc, on peut lancer la vidéo sur Numix. Et déconsignation des disjoncteurs achetés à Fluer, c'est maintenant possible depuis votre bureau grâce à notre application de réalité virtuelle. Avec l'immersion proposée par le casque, renforcée par les visuels réalistes, vous allez explorer la salle HTA comme si vous y étiez. Mais avant de démarrer la formation, évaluez vos connaissances initiales afin de bien identifier vos besoins. Grâce à l'interactivité offerte par le dispositif, vous allez réaliser vous-même la plupart des opérations. Vous avez peur de vous tromper? Ce n'est pas un problème. Vous pouvez recommencer autant de fois que nécessaire. L'objectif, apprendre les bons gestes dans un environnement sécurisé. Des quiz sont proposés régulièrement pour introduire l'opération à réaliser. La mémorisation est d'ailleurs renforcée par l'identification du début et de la fin de chaque étape. Grâce au fil d'Ariane interactif, vous savez toujours où vous en êtes. Et il suffit de cliquer sur une étape pour la refaire. Avec la fiche de manœuvre toujours accessible, vous pouvez facilement faire le lien entre les opérations et la procédure. Révisez les étapes clés de chaque procédure avec l'écran final de synthèse. Avez-vous bien assimilé les procédures de consignation et de déconsignation? Vérifiez-le en réalisant les procédures en autonomie de manière virtuelle. Êtes-vous prêt à vous former? Antoine Jourdain, peut-être 2 mots justement pour commenter justement ce que ça a apporté au groupe Enedis en termes de performance. Ça parle il parle de lui-même. Je pense que c'est concret, c'est utile pour nos salariés et ça permet d'avoir des jeunes entreprises qui se développent. Enfin, moi, je trouve que c'est une réussite exceptionnelle et je pense qu'aujourd'hui, moi j'étais dans le jury cet après-midi. Je pense qu'on aura, peut-être pas sur les mêmes créneaux, mais on aura d'autres Numix qui vont sortir aujourd'hui. Alors, comme vous l'aurez compris, l'attachement d'Enedis à ces territoires, c'est l'occasion justement d'avoir 2 témoignages de 2 métropoles
On l'aura bien compris, finalement, c'est une histoire un peu commune. C'est vrai que cette France qui se transforme avec ses territoires, la métropolisation, des écosystèmes. French Tech, on a connu tout ça de ces dernières années. Et des métropoles aussi qui s'internationalisent. Et cette nature de relation entre start-up, grands groupes, tout ça dans des écosystèmes, dans des territoires. Alors peut-être la parole d'abord à Bertrand Serpe, puisque on a un entrepreneur qui a bien réussi et qui n'est pas très loin de Toulouse. Il était à Gaillac exactement, donc dans le Tarn, donc c'est pas tout à fait Toulouse, hein. Mais c'est pas très loin. Alors pourquoi avoir invité Toulouse? D'abord Toulouse, on peut dire bravo. Toulouse a reçu il y a 15 jours, vous avez été choisi par la Commission européenne comme capitale européenne. Vous êtes la seule ville française dans ce classement pour cette année, donc il faut en profiter, ça va durer 1 an. C'est vous qui avez été, pour Jean-Luc Moudin, prendre ce prix à Lisbonne. Bertrand, là, on a évoqué justement l'évolution de la nature des relations entre start-up, grands groupes. Vous, votre regard, c'est-à-dire comment vous voyez justement l'évolution de ces relations qui n'ont pas toujours été faciles, hein. Il y a eu beaucoup de casses dans les relations entre grands groupes et start-up. Quelle est votre appréciation de ce qui a été entrepris au sein de Enedis? Et puis après, je vous poserai d'autres questions sur les écosystèmes à Toulouse. Et puis on parlera de Nantes ensuite. D'accord, merci beaucoup en tout cas de votre invitation. Alors Toulouse, historiquement, a été bien sûr, on va dire, une capitale de région qui s'est investie dans ce qu'on appelle l'innovation et les expériences à travers notamment ces relations avec les grands groupes. Alors l'histoire avec Enedis, elle est effectivement assez ancienne à Toulouse, et dès que je suis arrivé en 2014, il y avait déjà un certain nombre de choses qui avaient été mises en place, il faut le dire, et notamment tout ce qui est Smart Grid, SoGrid, et bien sûr on a été une des premières métropoles à mettre en place les compteurs Linky, les fameux compteurs Linky. Alors là, on pourra en parler, bien sûr. Effectivement, c'est une avancée extraordinaire en termes de data, puisque Toulouse Métropole, sa Smart City, est essentiellement basée sur cette co-construction, comme vous venez de le dire, entre les grands groupes, les startups et les citoyens, et basée sur les smart data, ce qu'on appelle les données intelligentes. Et Toulouse a été aussi, à travers la présidence que j'ai eue pendant 3 ans, président d'Open Data France, donc très investi en tout ce qui est data et libération des données. Donc cette évolution, elle s'est accompagnée à travers, bien sûr, tout ce qu'on a pu mettre en place avec Enedis sur notre territoire depuis quelques années. Maintenant, nous étions dans un forum concurrent de la Tribune à Toulouse il y a quelques jours, et ça existe. Je ne sais pas si ça existe. C'était moins bien, bon, il ne faut pas le dire. Mais en tout cas, effectivement, Enedis nous propose effectivement maintenant dans la robotique, justement, des petits robots pour aller travailler sur les réseaux. Et Toulouse a toujours dans son ADN cet esprit de vouloir expérimenter des nouvelles solutions pour apporter plus d'efficience pour ses utilisateurs et notamment pour les Toulousains. Donc oui, cette progression, elle est constante, elle s'est toujours bien passée, pas qu'avec Enedis, avec tous les grands groupes d'ailleurs, parce que ça a été dès le début notre ADN, notre vouloir politique, notre stratégie politique de travailler dans des partenariats publics-privés avec des grands groupes, mais aussi avec des startups. Et vous en êtes un exemple, même si vous êtes à Gaillac, c'est pas très loin, c'est dans la région Occitanie, et bien sûr les citoyens. Et c'est ça aussi qui fait un petit peu la spécificité de Toulouse Métropole et qui fait qu'on a été une des capitales européennes de l'innovation cette année, cette implication oui, justement, du Bertrand, citoyen. C'est sur quoi justement, parce que tout le monde peut être curieux de se dire, mais pourquoi Toulouse dans ce choix de la Commission européenne? On s'en félicite qu'il y ait une métropole française, puisque je crois qu'il y a eu 6 métropoles, c'est ça, qui ont été retenues, et une grande gagnante qui a été Athènes, pour des raisons à la fois économiques et politiques. Mais dans le choix de Toulouse, est-ce qu'il y avait un projet? Je crois qu'il y a un projet dans lequel justement qui était un territoire d'expérimentation, mais dans lequel est associé Enedis. Alors, ce qui fait l'originalité, ce que je dis, ce que je viens de dire, c'est la gouvernance en fait de notre construction, notre Smart City. Cette gouvernance, bien sûr, Enedis en fait partie à travers le laboratoire des usages, qui est le laboratoire des usages. Mais Nantes pourrait en parler aussi, et en tout cas les grandes métropoles ont ce genre d'outils avec des variantes suivant les territoires,
qui fait que c'est un espace où on co-construit avec les grands groupes, et donc le Parti et d'autres, cette Smart City, et on y associe aussi les citoyens. Et aussi cette façon que l'on a à Toulouse de consulter par divers outils moyens, le labo d'usage, les plateformes citoyennes, il y a d'autres outils aussi, Internet, sur ce que l'on va réaliser sur nos territoires. Par exemple, le compteur Linky, moi je suis maire d'un quartier, à Toulouse il n'y a pas d'arrondissement, mais il y a des quartiers de 20 000 habitants, et j'ai mes permanences le samedi matin, et j'ai des gens qui viennent, je n'en ai pas beaucoup, je vous rassure, mais il y en a qui viennent se plaindre du compteur Linky. Bon, pour des raisons plus ou moins valables. Donc je suis bien placé pour savoir comment leur répondre. Mais si vous voulez, le fait de pouvoir, lorsque l'on construit notre Smart City, et d'ailleurs il y a un forum Smart City organisé par la Tribune le 12 décembre à Toulouse, on associe très largement nos citoyens pour faire mieux accepter les nouvelles révolutions numériques, les digitalisations, la transition numérique de nos organisations, de nos entreprises et de nos territoires. Et ça a été un facteur, à mon avis, important dans ce prix. Francky Trichet, vous êtes au pilotage de l'innovation pour cette belle ville de Nantes. On dit c'est souvent la ville qui joue le collectif. J'y étais la semaine dernière. Un territoire aussi qui fait aujourd'hui référence. Quand on parle des métropoles vraiment qui comptent en matière d'innovation, Nantes arrive vraiment sur le podium. Est-ce que, Francky Trichet, justement, aujourd'hui, est-ce qu'une métropole doit jouer ce rôle un peu de, j'aime pas le terme régulateur, mais de médiateur, d'animateur des écosystèmes aussi, qui réunit des grands groupes, des startups, parce que peut-être qu'il y a quelques années, il y avait quelquefois un peu de méfiance, il y a toujours le David et Goliath. Comment vous voyez cette évolution, grands groupes et startups, dans votre propre territoire de Nantes? Moi, je crois que les collectivités ont un rôle à jouer dans le récit collaboratif. Et d'être le garant, je ne sais pas, mais en tout cas d'être le catalyseur sur les projets qui sont les siens, sur l'engagement qu'il doit avoir sur aujourd'hui une collectivité doit projeter, emmener tout le monde sur un collectif, sur une vision. Et ce récit collaboratif des écosystèmes de l'innovation, dans lesquels, de fait, les grands groupes sont vraiment indispensables. Moi, je ne tiens pas le discours. Il y a quelques années, on voyait bien le phénomène start-up qui était prégnant et sur lesquels, en fait, on allait plus prioriser sur les start-up que les grands groupes. C'était une erreur stratégique. On ne l'a pas faite, nous, dans les territoires, mais certains voulaient peut-être le faire. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on revient sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la capacité à passer à la masse. Et vous avez, les grands groupes, cette capacité à passer à la masse. Vous avez cette capacité à irriguer tous les territoires. Je disais sur Enedis, vous l'avez rappelé, les héros, oui, on peut revendiquer les héros quand on est sur des catastrophes, sur des tempêtes en Bretagne, etc. C'est pas rien de ramener ce qui aujourd'hui fait le lien social aussi. L'électricité, c'est primordial. Maintenant, on a aussi besoin d'avoir une harmonie avec les startups qui sont cette bouffée d'air frais que vous avez peut-être en interne, mais pas suffisamment frais pour pouvoir à un moment donné aller vite. Et nous, le collectif, en tout cas le collectif et l'élu et les collectivités qu'on représente, on doit en fait accélérer cette mise en lien et surtout sortir rapidement et l'approprier, enfin faire en sorte que les citoyens s'approprient les technologies qui sont nouvelles. Parce que vous l'avez rappelé, des fois ça fait peur. On voit bien le compteur Linky, on a eu des réticences au début. Dans tous les territoires, on a eu des réticences. C'est normal. On allait dans l'intimité des gens. On allait leur dire, vous inquiétez pas, tout se passera bien, on met de la technologie. Dès qu'on dit ça, ça se passera forcément pas bien dans l'appropriation. Donc là, les collectivités ont un rôle à jouer parce qu'on est convaincus du bienfait pour l'efficience de nos villes, pour l'efficience de du porte-monnaie, on l'a évoqué aussi, de nos concitoyens. Et là, on doit à la fois être garant pour rassurer le citoyen, accélérateur ou catalyseur pour faire en sorte que cette rencontre se passe bien. Et Bertrand, tu as cité, dans tous les territoires, les métropoles, on met en place ce qu'on appelle ces laboratoires urbains d'expérimentation, la fabrique de la ville, on l'appelle un peu comme on veut. L'idée, c'est de se dire, nos territoires sont des terrains de jeu grandeur nature. Grandeur nature. On ne veut pas faire le petit POC, on va les mettre dans un petit quartier pour faire un showroom. On fait des vraies expérimentations qui vont toucher le quotidien. Et si nous, on n'est pas là, on ne peut pas le faire tous ensemble. La start-up, elle ne peut pas venir toute seule. Et donc, on est garant, nous, de ce passage à l'échelle et cette appropriation citoyenne. Le dialogue citoyen, tu l'as évoqué, il est fondamental. Et puis, j'ai envie de dire, d'un point de vue plus national, je crois qu'on a besoin aussi des grands groupes pour les grands investissements. Je m'explique, aujourd'hui, on voit bien que les grands pays qui ont fait des grandes transitions sur les grandes technologies de demain, il y a eu des investissements massifs de l'État, on en a besoin, je ne sais pas s'il y a des représentants de l'État, mais
Mon discours, c'est vraiment de se dire on a besoin de l'État pour investir dans les grandes infrastructures qui feront que demain, on pourra innover et faire en sorte d'avoir cette fierté d'être français pour dire ça, c'est français. Je ne vais pas revenir sur des exemples historiques, mais on a des sujets sur lesquels il faut qu'on investisse massivement maintenant. Je pense par exemple à l'intelligence artificielle, je pense aux technologies de la mer, aux EMR, je pense à l'hydrogène sur lesquels on a besoin d'investissements massifs et on a besoin de grands groupes et de start-up. Et même sur des enjeux qui feront que la France sera visible et fière de se dire sur ces technologies-là, on a pris le coup d'avance. Donc chacun son rôle, chacun responsabilité, mais travaillons tous ensemble en harmonie. Bon, moi, ce que je vous propose, parce qu'après tout, c'est toujours les startups qui font des pitchs. Mais moi, j'ai envie, avec Antoine Jourdain, de faire un jeu là. Vous avez 30 secondes chacun pour faire le pitch de l'attractivité de votre métropole. C'est à vous, Francky, c'est pour Nantes. Alors, Nantes, c'est la ville des audacieux. Le Sudenta m'a dit que c'est la ville la plus déjantée de France, pour une raison simple, c'est qu'on est un territoire d'audacieux, on se projette, on n'a peur de rien, on prend des risques. Et surtout, on fait en sorte que tout à chacun trouve sa place. Vous êtes une start-up, vous êtes bienvenue, on a la qualité de vie, de fait, vous le savez bien. Mais ce qui est le plus important, c'est cette famille de l'innovation qu'on a pu faire émerger, une famille où il y a des grands frères, qui ont la sagesse et le pouvoir de dire on a besoin de vous, il y a des petits jeunes qui sont capables de faire des pas de côté, parce qu'on aime bien la logique du pas de côté. Et on a besoin de finances et on a besoin aussi de compétences, parce qu'il y a un élément qu'il ne faut pas qu'on oublie dans ces écosystèmes de l'innovation. Je ne vais pas dire la fuite des cerveaux, mais c'est que nos jeunes, qui sont en fait extrêmement remplis d'idées et de compétences, parfois ils vont voir ailleurs. Donc on a envie qu'ils restent là. Donc il faut qu'on raconte des belles histoires. Il faut qu'on soit fiers d'être français et dans nos territoires, dire que nos villes, elles sont attractives. Et venez vivre chez nous. En tout cas, Nantes vous accueille. Et on a du muscadet. Merci, vous pouvez applaudir Francky Trichet. Voilà. On sait pourquoi Johanna Roland a choisi Francky qui fait ça extrêmement bien. Allez, c'est au tour maintenant du pitch de la métropole de Toulouse. C'est à toi, Bertrand. Alors, il n'y a pas de compétition, bien sûr. Alors, Toulouse, capitale européenne de l'aéronautique et de l'espace, mais ça, tout le monde le sait. Ce n'est pas nouveau. Toulouse, c'est la 4e ville de France. Toulouse, c'est la première métropole de start-up après Paris, bien sûr. Et puis, Toulouse, surtout, une ambition d'investir dans l'innovation. Dans l'innovation, dans l'intelligence artificielle, on a été présélectionné parmi les 4 villes en France avec Paris, Nice, Grenoble et Toulouse pour le projet qu'on appelle 3IA sur l'intelligence artificielle par le président de la République et sur un projet Anity. Donc la recherche, l'innovation, les entreprises et bien sûr les startups. Donc Toulouse, c'est la deuxième ville étudiante de France où il y a beaucoup de startups et il y a beaucoup d'envie d'à la fois bien vivre, d'à la fois s'accomplir dans sa ville, d'être une ville jeune et dynamique. Et puis surtout à Toulouse, on adore la castagne. Les mémés aiment la castagne. Et si vous voulez vous challenger, venez à Toulouse, on vous accueillera avec grand plaisir. Voilà, on applaudit Bertrand Serpe. Bien, Nourdine, on fera la prochaine fois le pitch de Grenoble. Je ferai le pitch de dynamisme universitaire et de recherche française de manière générale. Donc je ne vais pas me concentrer particulièrement sur Grenoble. Et la seule chose au niveau de Grenoble, c'est qu'il a une caractéristique côté universitaire évidemment. C'est le triptyque formation, recherche et industrie qui travaillent ensemble en permanence. Et c'est pour ça que d'énormes innovations sont sorties de Grenoble grâce à ce triptyque. Et c'est un triptyque qui est l'ADN de Grenoble. Et l'écosystème à Grenoble, il est forcé par les montagnes, les 3 chaînes de montagnes qui forcent les gens à ce qu'ils travaillent ensemble. Et donc, il y a cette osmose qu'il y a entre la recherche, entre la formation et entre l'industrie, qui est l'ADN. Et encore une fois, même l'électricité en France est née à Grenoble. Donc, c'est dire. Merci à vous. On peut l'applaudir. Jeff, on vous souhaite de continuer à croître et d'être un bel exemple justement de ce concours Startup Enedis. Bon, on l'a compris, 30% de chiffre d'affaires dans le poids de votre chiffre d'affaires. Peut-être qu'à l'issue du cocktail, si vous allez voir un peu Philippe Montloubou, ça va peut-être un peu monter. On vous applaudit, bravo pour Numix. Merci en tous les cas, merci Antoine Jourdain d'avoir pu ainsi avoir ce moment avec vous et de voir aussi l'utilité de ce concours dans l'évolution et dans la transformation d'Enedis. Merci à vous messieurs.